Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Donc on a racheté à deux l'entreprise il y a 18 mois, donc on a signé le 28 décembre 2017 exactement. Et on a en fait un ami de la famille qui nous a aidés financièrement parce que quand on a 30 ans, on avait déjà nos 3 enfants quand on a racheté. On a 3 enfants en bas âge, donc une trentaine d'années, 3 enfants, crédit immobilier sur le dos. Enfin, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter une entreprise avec 38 salariés, 10 000 mètres carrés de plancher et 186 ans d'histoire dans 37 pays. Par un beau matin d'été, j'ai pris la route pour aller à la rencontre d'Audrey, près de l'Aigle dans l'Orne, à la manufacture Bohin, dernière manufacture française d'épingles et d'aiguilles de qualité. Quel lieu merveilleux! On longe le pré des vaches, on passe un ruisseau et on se retrouve face à un bâtiment industriel d'une beauté. J'avais lu des articles sur la reprise de la manufacture Bohin par Audrey Régnier, maman de 3 jeunes enfants qui embarquaient avec son mari dans l'aventure. Et c'est suite à un simple échange sur LinkedIn qu'elle avait répondu favorablement à ma demande d'interview. Audrey et son équipe chez Bohin mettent tout en œuvre pour renouveler, développer et faire passer à l'ère du digital cette entreprise tout en conservant une ambiance et un savoir-faire authentique. Vous entendrez parler d'expérimentation, d'appui sur le réseau, d'implication, de savoir-vivre ensemble et de curiosité comme levier de la réussite chez Bohin. Et Audrey partage également les challenges rencontrés lorsqu'on rachète la société dans laquelle on travaille et qu'on en devient la directrice générale du jour au lendemain. Elle apprend et grandit avec son entreprise tout en transformant Bohin en l'entreprise fleuron de la mercerie dynamique, fraîche et moderne. Bohin est né au 19e, mais vit bien au 21e siècle. Après cet épisode, vous allez peut-être avoir envie de coudre, et sûrement de vous rendre à Saint-Sulpice-sur-Île, voir Bohin de vos propres yeux. Bonne écoute. Bonjour Audrey, merci de nous recevoir ce matin. Bonjour, merci à vous d'être là. Où est-ce qu'on est ? On est à Saint-Sulpice-sur-Île, c'est la couronne de l'Aigle dans l'Orne en Normandie et vous êtes dans l'entreprise Bohin France, dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles. Que vous possédez, que vous dirigez ? Que je co-dirige avec mon époux. On a racheté l'entreprise il y a maintenant 18 mois et on en est très fiers. J'imagine. On est dans un lieu incroyable. Je mettrai des photos. J'ai pris des photos en venant. Qui travaille ici avec vous ? Alors, on est 38 salariés, donc 36 personnes pour l'entreprise Bohin, 2 personnes pour la partie visite d'entreprise, puisque la particularité de notre entreprise, c'est que vous pouvez venir en semaine, même le samedi, et découvrir nos ateliers de production, les salariés qui travaillent sur des machines ancestrales. Donc, toute l'entreprise, c'est 38 personnes, et aujourd'hui, on envoie dans 37 pays, avec 38 personnes. Donc il y a de la fabrication, oui, du marketing, probablement, oui, de la communication, de la logistique, de l'expédition. Alors pour vous refaire l'organigramme, on a donc 6 personnes en production, une personne donc là aujourd'hui en maintenance, on a une dizaine de personnes en conditionnement, 4 à 5 personnes aux expéditions.
donc France et international. Et on a une dizaine de personnes en fonction support dans les bureaux, comptabilité, commercial, achat. On vient d'embaucher quelqu'un en communication marketing qui arrive bientôt. Et puis on a 3 VRP qui sillonnent les routes de France toute la journée. Très bien. Je suis arrivée par la boutique, j'ai découvert une gamme impressionnante. J'imaginais pas qu'il y avait autant de références possibles, d'aiguilles, d'épingles. Il y a combien de références? Vous vendez combien de références? Alors, notre catalogue compte 2500 références. Dans la mercerie, on peut pas se contenter d'avoir simplement une production d'aiguilles et d'épingles. Il faut avoir un catalogue très très large pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Donc, notre catalogue, c'est 2500 produits avec une partie donc production française ici dans nos locaux. Et puis après, toute une partie d'expertise en fait sur le domaine de l'outil de confection pour la mercerie exactement. D'accord, donc il y a certaines de vos références que vous achetez. Oui. Et d'autres que vous fabriquez ici. Voilà, il y a des références qu'on co-développe en fait avec des bureaux d'études, mais qui ne sont pas basés à Saint-Sulpice-sur-Aisne. D'accord. Ce qui est fabriqué ici, donc c'est fabriqué en France depuis 1833, c'est ça? Exactement, depuis 1833, même si l'origine de l'entreprise n'est pas la mercerie, la toute, on va dire les toutes premières productions, ce sont des boîtes en bois. Donc le premier travail, la première compétence de notre fondateur Benjamin Bohin était dans la menuiserie, la bimbeloterie, et il est arrivé quelques années plus tard à la fabrication des épingles. Et encore quelques années plus tard, la fabrication des aiguilles. Mais aujourd'hui, donc, nos productions tournent autour d'un fil métallique. Donc, on est sur de l'aiguille, de l'épingle, épingle tête de verre, épingle de sûreté, épingle double fourche, épingle triangulaire, et puis j'en passe. Et on fabrique aussi, par exemple, des bracelets pelotes, qui sont ces fameux objets qu'on voit partout dans les ateliers de couture, beaucoup aussi dans la mode, ce bracelet qu'on met au poignet et dans lequel on plante en fait toutes les épingles pour pas les perdre quand on travaille. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Parce que vous étiez pas là en 1833. Non, le Botox fait des miracles, mais pas à ce point-là. Moi, je suis arrivée en fait en septembre 2011 pour être directrice de la visite d'entreprise. C'était un projet en fait de l'entreprise pour s'ouvrir au grand public. Comme on est le dernier fabricant français, qu'on a une production très atypique sur des machines donc ancestrales, on avait un véritable intérêt de la part du grand public. On a décidé d'ouvrir nos ateliers à production, de rajouter un grand musée. Et donc moi j'ai été embauchée pour au fait faire cette ouverture finalement de l'entreprise au grand public, mais ça a permis aussi de repositionner tout l'aspect communication de l'entreprise, mettre à plat des process, travailler sur l'historique, travailler aussi sur la marque, sur la valorisation de nos produits. Enfin ça a été une mission très 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 large. J'ai eu la chance de pouvoir arriver ici, d'avoir un peu carte blanche sur les développements que je voulais faire pour cette ouverture. J'ai eu aussi une super équipe qui m'a accompagnée avec un muséographe de renom, avec un super architecte, avec des compétences techniques et opérationnelles incroyables. Donc je suis pas arrivée en fait finalement toute seule pour monter tout ça avec mes petits bras, mais moi je suis arrivée en 2011 dans l'entreprise pour ça. Et puis j'ai tellement été piquée sans jeu de mots par l'entreprise Bohin, son histoire et puis surtout son développement possible, que j'ai décidé de me positionner pour racheter finalement toute l'entreprise, tout le parcours de visite et tout l'immobilier. Ça s'est fait il y a 18 mois avec votre mari. C'est-à-dire que vous avez embarqué votre mari dans l'aventure. Oui, voilà. Fabien était directeur de banque. Il souhaitait partir de la banque pour partir dans le privé, dans une entreprise. Et on est très fusionnels en fait. Ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. On est très très fusionnels. On a toujours voulu travailler ensemble. On a en fait une même vision, mais avec des compétences totalement différentes. Donc on se doutait bien que notre duo allait pouvoir fonctionner dans une entreprise parce que on marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Mais pour autant on partage la même passion et surtout la même vision en fait finalement de l'avenir et des projets à monter. Donc quand j'ai eu l'opportunité, c'était pour moi assez évident de le faire rentrer avec moi pour une question de confiance, de rapidité et de compréhension aussi de mon quotidien. Donc on a racheté à deux l'entreprise il y a 18 mois, donc on a signé le 28 décembre 2017 exactement, et on a en fait un ami de la famille qui nous a aidés financièrement parce que quand on a 30 ans,
on avait déjà nos 3 enfants quand on a racheté. On a 3 enfants en bas âge, donc une trentaine d'années, 3 enfants, crédit immobilier sur le dos. Enfin, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter une entreprise avec 38 salariés, 10 000 mètres carrés de plancher et 186 ans d'histoire dans 37 pays. Donc on a en fait une aide là pendant quelques années avec un ami de la famille, mais qui n'est pas du tout à la manœuvre en fait de l'entreprise, et on est totalement libre. Vous avez connu comment cette entreprise ? Alors moi je suis née à Caen. Après, j'ai vécu de mes 0 à 5 ans à Montivilliers, à côté du Havre. Ensuite, mon père a été muté dans l'Orne, donc j'ai passé de mes 5 ans à 17 ans dans l'Orne, à côté d'Alençon. On a déménagé 2 fois, mais on est toujours resté à côté d'Alençon. Et je suis partie après mes 17 ans sur Caen. Donc, je suis vraiment normande à 100%. Je n'ai bougé qu'en Normandie. Après, mes études ont fait que j'ai beaucoup voyagé en France et aussi à l'étranger pour mes études. Et je me destinais en fait à partir dans une grande entreprise, plutôt à l'international, Londres, New York, voilà, ça c'était les 2 villes que je souhaitais. Et un jour, dans mon réseau personnel, j'entends parler d'un chef d'entreprise qui a une production atypique et qui veut s'ouvrir au grand public. Et surtout à cette époque-là, on me parle de musée. Un musée dans l'Orne. Et j'étais toute jeune, je dis mais non, moi je suis pas du tout dans l'univers du musée, ça m'intéresse pas vraiment de gérer un musée. Et puis un musée dans l'Orne, enfin voilà, j'étais adolescente dans l'Orne et c'était cet âge fabuleux où on se dit jamais j'habiterai là où j'ai vécu mon adolescence. Donc j'y ai pas prêté attention et on est revenu en fait vers moi la semaine d'après en me disant, c'est mon père qui me dit écoute, j'en ai entendu parler de ce projet-là, il paraît que c'est vraiment pas mal. Au pire, toi qui es super curieuse, va découvrir la production et voilà, au moins tu auras une expérience juste pour découvrir quelque chose d'incroyable. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon prédécesseur. Je suis arrivée par un temps bleu, vraiment un temps magnifique, ciel bleu, un superbe soleil qui illuminait toute cette façade historique. Et je suis tombée amoureuse des bâtiments. Mais ça a été un coup de foudre. Comme on peut avoir un coup de foudre pour une personne, là je l'ai eu pour les bâtiments. Et quand j'ai découvert ce projet, je me suis dit mais c'est pas du tout un musée, c'est vraiment une visite d'entreprise. On est sur une entreprise dans une entreprise. Et puis on avait pareil la même vision avec mon prédécesseur. On a eu une discussion pendant 3 heures. C'était vraiment un échange, un ping-pong d'idées qui rebondissait sans arrêt. Et je me suis dit mais c'est fait pour moi en fait. Voilà. Donc exit Londres, exit New York, exit tous ces projets de grandes agences de communication ou d'événementiel ou de marketing que je visais. Et je me suis dit je sais pas pourquoi mais c'est pour moi. Il faut que je revienne ici. Et aujourd'hui, on va dire 8 ans après, je me félicite tous les jours d'habiter dans l'Orne. Votre père vous a dit que vous étiez curieuse. Comment ça se manifestait déjà avant, cette curiosité ? Alors, je pose énormément de questions, toujours sur tout. Tous les sujets m'intéressent, tous les gens m'intéressent depuis toute petite. En fait, voilà, c'est dans mon ADN, c'est mon caractère. Je touche à tout, j'expérimente tout ce que je peux expérimenter. Rien ne m'ennuie. En fait, voilà, je ne sais pas m'ennuyer. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à découvrir. Voilà, pour moi, la curiosité, c'est un état d'esprit, c'est une façon aussi de vivre, parce que ça passe aussi par la cuisine, par même ses choix vestimentaires, par parfois prendre la voiture et puis se dire, on roule et puis on s'arrêtera où on s'arrêtera. C'est ça en fait la curiosité, et c'est une certaine liberté aussi que je recherche dans cette curiosité. Et la curiosité de ce secteur-là, parce que vous m'avez pas parlé de votre jeunesse sans parler de hobby, de mercerie, de couture. Donc c'était le hasard finalement. Oui, quand je suis arrivée ici, alors j'avais un grand rêve quand j'étais petite d'être devenir styliste. C'était vraiment mon rêve depuis toute petite. Mais j'étais plus dans la conception, le dessin, la création, la recherche des matières, plutôt que vraiment sur l'opérationnel et la couture. Et même si j'ai des idées, j'étais pas assez forte en fait sur l'opérationnel pour rentrer dans une école de stylisme. En tout cas, je me suis dit à un moment donné, c'est pas là-dedans où je vais pouvoir percer, parce qu'il y a énormément de talent dans le stylisme aujourd'hui en France et international.
Donc j'ai abandonné ce projet, mais j'ai toujours été intéressée quand même par l'univers de la couture en général. Et quand je suis arrivée ici, c'est ce que je dis, je n'avais quasiment jamais touché en fait finalement une aiguille. Après, la curiosité fait que on achète un kit de couture, un kit de point de croix, un kit de patchwork. Enfin, on achète plein de choses pour aussi un petit peu comprendre notre univers. À titre personnel, je fais un petit peu plus de couture aujourd'hui. Je maîtrise, on va dire, les bases de beaucoup de domaines, mais clairement, j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc, je ne suis pas une experte. Après, je pense que dans n'importe quel métier, quand on parle de production, je parle, on n'est pas forcément obligé d'être une experte dans son domaine pour vraiment maîtriser la qualité des produits et surtout l'utilité derrière. C'est en fait beaucoup d'écoute, du bon sens aussi, et puis cette fameuse curiosité qui revient encore décidément, cette curiosité justement pour comprendre comment ça fonctionne et comment on peut améliorer en testant. Si on revient sur la période où vous avez conçu et ouvert le musée, vous disiez que vous étiez entouré de personnes fabuleuses qui vous ont aidé. Comment est-ce que vous avez composé cette équipe ? Alors, je suis arrivée, l'équipe était déjà composée. C'est pour ça que dans le projet, j'en parle en disant que j'ai monté de B à Z le projet. Je suis pas arrivée à l'étape A. Tout ce qui était financement, puisque le musée, donc alors d'ailleurs, faut pas l'appeler musée, c'est la visite d'entreprise. La visite d'entreprise est un partenariat public-privé avec la communauté de communes de la région. Donc c'est la communauté de communes qui a organisé en fait finalement le montage financier de ce projet de visite d'entreprise. Et donc moi je suis arrivée après ça, et dans ce montage financier on avait également l'appel d'offres qui avait été géré donc par la communauté de communes. Donc quand je suis arrivée, l'équipe était déjà montée. Alors quand je parle d'équipe, encore une fois, c'est le muséographe, c'est l'architecte, c'est le graphiste, c'est le technicien son et lumière, c'est le métallier, c'est le verrier, c'est tout ça. Donc je n'ai pas choisi mon équipe, mais voilà, il faut bien s'entendre avec tout le monde et puis prendre le temps de découvrir les talents de chacun. Et ça s'est très très bien passé. On arrive à un résultat vraiment à la hauteur de nos espérances. Comment est-ce que vous avez fait, justement, en arrivant pour gérer un projet que vous n'avez pas conçu, donc avec une équipe que vous n'avez pas choisie? Comment vous avez fait pour aller de l'avant et le faire aboutir? Ce qui a été un gros problème ici, parce que c'était un poste très important qui a été oublié dans le budget, mais finalement c'est ce qui m'a apporté beaucoup de légitimité et de crédibilité, c'est que le budget contenu avait été oublié dans l'enveloppe totale. Donc, on avait le parcours de visite, on avait les travaux qui étaient organisés, on avait l'ambiance des salles qui étaient données, on avait à peu près la thématique des salles qui étaient données, même si on en a changé 2-3. Donc, tout était fait. Par contre, on n'avait aucun contenu. Et quand donc je suis arrivée pour organiser tout ça, on m'a dit, voilà, Audrey, l'écriture, c'est vous maîtrisez, vous savez vous exprimer, vous savez écrire, vous savez rechercher aussi ce qu'il faut rechercher. Donc, est-ce que vous voulez bien faire des contenus qu'on a oubliés? Et finalement, en fait, en travaillant sur le fond, sur la vérification des données, des contenus, de tout ça, l'écriture, vraiment tout refaire et tout remettre à plat, ça m'a donné une vraie légitimité auprès de l'équipe, et on pouvait pas en fait finalement m'avoir sur aucune question historique, aucune question de production, aucune logique en fait dans l'évolution en fait des thématiques de l'entreprise. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 25 ans quand je suis arrivée ici, avoir une petite jeune de 25 ans face à des personnes qui sont bien plus, on va dire, sages ou expérimentées, ça n'a pas toujours été simple au début. Il a fallu montrer patte blanche, beaucoup de diplomatie, même si c'est pas mon fort de base, mais voilà, beaucoup de diplomatie, beaucoup de sourire, et surtout redire régulièrement que la volonté c'est la même, c'est que ça fonctionne et que tout le monde soit content. Donc voilà, ça a été un challenge quand même à l'époque, mais finalement ça s'est très très bien passé, et puis ce qui compte c'est le résultat. Une fois que le parcours a été ouvert, qu'est-ce que vous avez fait entre ce moment-là et le fait de reprendre l'entreprise? Alors, moi j'étais avec une toute petite équipe, parce qu'on n'était que 2 personnes pour gérer 15 à 20 000 personnes par an,
qui viennent visiter. Donc, il faut être en fait à l'accueil, à la visite guidée. Il faut être à l'encaissement boutique. Il faut être au conseil ensuite pour vendre les 2500 références derrière en boutique. Il faut être à la promotion. Il faut être donc sur la création d'un site internet, parce que le site internet de l'époque, c'est moi qui l'ai créé pareil de A à Z, alors que j'avais aucune compétence. Il faut être sur les relations presse, sur la rédaction des communiqués de presse, des dossiers de presse. Il faut être sur l'envoi d'échantillons. Il faut être sur la promotion extérieure sur des salons, auprès des prestataires en local. Ça va aussi sur acheter un logiciel de caisse, gérer un logiciel de caisse, gérer le recrutement aussi. Une grosse partie aussi avec tout ce qui est inventaire, archivage, classement des collections historiques. Comme tout ça, c'était encore pas assez, on s'est dit on va ouvrir une salle d'exposition temporaire. Donc on a ouvert 2 ans après une salle d'exposition temporaire. Donc il a fallu gérer aussi toute cette partie travaux, mais aussi programmation des expositions temporaires, promotion des expositions temporaires, accueil des expositions temporaires. Enfin, ça a été vraiment... c'était un rythme de fou. Bon, dans un sens, ça m'a permis aujourd'hui de de pas me perturber avec le rythme que j'ai aujourd'hui. Par contre, tellement enrichissant parce qu'en fait, c'est même pas un mouton à 5 pattes, c'était un mouton à 100 pattes qu'on était pendant cette période-là. On était fatigués, harassés, on n'en pouvait plus, on était totalement débordés tout le temps avec la personne avec qui j'étais. Mais qu'est-ce qu'on était heureuse parce qu'en fait finalement on menait vraiment le projet comme on l'entendait. On avait une vraie confiance donc de mon prédécesseur et puis surtout en fait on était à la base de la création de tout ça. Donc quand on a un taux de satisfaction de 99,9%, et ben voilà on en est très très fiers. Et puis toute la journée on a eu des compliments de tous les visiteurs qui nous disent à chaque fois mais qu'est-ce que c'est bien chez vous, on n'imaginait pas ça. Voilà, c'était le meilleur remerciement. Donc c'était une période très très intense. Je pouvais absolument pas prendre mes 5 semaines de congé par an, c'était impossible. Mais c'était une période exaltante. Quand vous êtes rentré dans l'entreprise, c'était pour construire un projet. Ensuite, vous l'avez, je l'entends, méga développé. C'est pas le même métier. C'est pas forcément les mêmes compétences sur lesquelles vous appuyez parce que entre coordonner une équipe de sages et animer un lieu et le faire développer commercialement de manière dans la communication, sur quoi vous appuyez? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous à part de l'énergie? Alors à ce moment-là ou aujourd'hui avec mes nouvelles fonctions? Non, à ce moment-là. À ce moment-là, c'est difficile de vous répondre parce qu'en fait finalement ça se fait naturellement, on n'a pas le choix. Donc, encore une fois, c'est la mission qui est importante, c'est la finalité, c'est le but. Donc, beaucoup d'énergie mis dans le projet. On va le mettre aussi, en fait, finalement, dans l'accueil au quotidien des personnes. Ce côté aussi réassurance, le sens de l'accueil, ça se retrouve aussi bien dans un projet qu'après avec l'ouverture au grand public. Mais c'est compliqué pour moi de répondre dans le sens où je suis tombée dedans étant petite et que ce sens de la communication au sens très large et puis de l'accueil, ce sont des choses qui sont, je pense, innées. C'est un peu une chance pour moi. Donc voilà, je me suis pas posé de questions sur mes compétences à développer ou quoi que ce soit. Il fallait le faire, donc on l'a fait. Et il fallait le faire. Est-ce que c'est vous qui décidiez ce que vous faisiez, vous proposiez, c'était accepté à l'époque par votre prédécesseur? Ou on vous disait, ça serait bien de développer cette partie-là? Non, il me faisait entièrement confiance, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je me suis positionnée pour racheter l'entreprise, il a toujours dit, voilà, Audrey, une grande bosseuse. Elle m'a prouvé qu'elle était totalement autonome, beaucoup de force de travail, beaucoup de force de proposition. Donc pour lui, c'était assez logique que je reprenne la suite de l'entreprise parce que pendant des années, j'avais été en totale autonomie finalement sur le musée. Je gérais la visite d'entreprise comme une entreprise. J'étais en fait partout tout le temps et je menais cette entreprise. Et je l'amène toujours d'ailleurs pour pour la finalité, pour la mission, comme je le disais. Voilà.
Vous avez racheté l'entreprise, vous avez un rôle de directeur général, directrice générale. Oui. Qu'est-ce qui vous a surpris avec ce nouveau rôle? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que on n'est jamais préparé finalement à ce rôle. Je suis arrivée, je me souviens que le 2 janvier, c'était le premier jour en fait de la prise de poste, où on l'a annoncé le 2 janvier, le 3 janvier. Je me suis dit bon ben alors là. C'est un peu l'inconnu. On s'imagine plein de choses, on se dit yaka faucon pendant qu'on prépare le rachat. Et puis finalement, quand on est dans son bureau et on se dit par où, par quel bout en fait je prends tout ça. On n'est jamais préparé finalement à tout ce stress, à toutes ces questions, parce qu'en fait il y a des questions au quotidien sur énormément de sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas finalement. Avec la partie visite d'entreprise, j'étais déjà habituée à changer de casquette en permanence, mais c'est encore un cran supérieur finalement quand on est directrice générale. Donc voilà, ça a été une grande découverte pour moi aussi, ce fait de se dire que chaque petite décision de l'entreprise doit être prise par moi, que ce soit l'achat d'un nouveau conteneur à papier, que ce soit négocier des taux avec l'assurance maladie, ou que ce soit je sais pas, enfin sur des conditions générales de vente. C'est que on n'est pas du tout préparé. Toutes les spécificités commerciales sont vraiment particulières chez nous et uniques, et donc de comprendre qui sont vraiment nos clients, comment on travaille avec eux, pourquoi on travaille comme ça, pourquoi ils ont ça, pourquoi ils ont pas ça, qui sont et qui est en fait tout notre écosystème. Ça met quand même beaucoup de temps pour vraiment bien maîtriser. Donc ça, on n'est pas vraiment préparé à ça quand on reprend une entreprise. Et qu'est-ce qui vous a aidé depuis justement à vous préparer? Est-ce que c'est juste le temps, ou est-ce que vous avez eu des apports externes? Alors c'est le temps, c'est aussi beaucoup de personnes dans mes équipes en interne qui m'ont expliqué aussi les choses. Quand on a racheté l'entreprise, je leur ai dit mais on est tous dans le même bateau, et je n'ai pas la science infuse. Donc il va falloir aussi que vous soyez là pour moi, pour m'expliquer en fait vos habitudes de travail, les habitudes de nos clients, de nos fournisseurs, nos prestataires, et puis qu'on travaille ensemble sur l'amélioration. Mais je ne vais pas arriver en apprenant en essayant de vous apprendre votre travail, parce que ce serait pas juste et ce serait pas correct. On va le faire ensemble. Donc j'ai cette facilité en fait à analyser les choses et à essayer de trouver la solution la plus directe, efficace et efficiente. Mais voilà, j'ai besoin quand même d'une équipe autour de moi pour m'entourer. Donc ça s'est fait aussi, voilà. Donc le temps, beaucoup de recherche et de travail aussi sur le soir pour potasser en fait des sujets que je ne maîtrisais pas. Beaucoup d'échanges donc avec l'équipe en interne, et puis aussi on a quelques personnes en externe qui sont là pour nous aider, pour nous orienter, pour nous apporter des appuis. Notamment au niveau de la région Normandie, on a l'agence de développement en fait de la Normandie, l'ADN, qui a été très présent pour moi, pour m'aider dans tous mes projets, dans mes projets de développement, en me donnant les bonnes clés, en m'aidant aussi au début à la construction des dossiers que je ne maîtrisais pas. C'était la première fois que je montais des dossiers vraiment d'impulsion. Et ça c'est qu'un exemple, et je suis sûre que j'en oublie plein d'autres. Mais voilà, on a des professionnels aussi autour de nous dans notre région normande, qui sont vraiment des appuis pour nous aider, nous comprendre, nous écouter, et qui ne sont pas dans le jugement et qui sont dans la bienveillance. Et ça, c'est agréable. Est-ce que vous avez un réseau de pairs aussi, de pairs PAIRS? Pas vraiment. Voilà, on se connaît, Alors ça dépend si on parle de mes confrères, on se connaît, on se voit aller 2-3 fois dans l'année dans des salons, mais chacun reste quand même assez chez soi. On se donne pas beaucoup d'informations ni de conseils. Après, pour autant, je suis dans des réseaux de chefs d'entreprise qui là m'apportent beaucoup, parce que parfois le matin
on a quelque chose qui va pas dans l'entreprise, et puis on va dans le réseau, et puis ça se voit assez facilement sur ma tête en plus. Je suis un vrai livre ouvert, donc du coup ça se voit bien, et donc là les personnes en fait comprennent finalement nos difficultés, on peut en parler plus facilement. On a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut nous apporter une solution, une réponse, qui peut nous apporter de l'aide. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et pour encore citer quelque chose, je suis dans un réseau qui m'aide beaucoup aussi à grandir et à prendre du recul sur ma fonction de dirigeante, mais aussi à titre personnel. C'est le réseau APM, l'Association pour le progrès du management, qui est un réseau de chefs d'entreprise avec des experts qui nous permettent vraiment de prendre de la hauteur. Parfois, on se dit en fait finalement nos problèmes sont rikiki par rapport aux problèmes du monde en général, et aussi nous permettent de nous améliorer. Donc, ce sont en fait ces moments-là à l'extérieur qui sont en fait vraiment des vrais boosters sur l'énergie qu'on a et sur la résolution de problèmes dans l'entreprise. On pose cette question à tous nos invités. Est-ce que vous pourriez nous raconter un succès professionnel? C'est-à-dire un moment où vous êtes très fier, où vous avez fait la différence, vous avez fait bouger les lignes. Alors, ça peut être un petit succès ou un énorme succès. Écoutez, pour nous, ça a été un succès, un très gros succès. Quand on a racheté donc l'entreprise il y a 18 mois, on a donc donné des grands objectifs dans l'entreprise, et un de ces objectifs était de développer l'attachement à la marque, donc développer l'image de la marque, etc. Dans un univers, je pense dans n'importe quelle production, mais peut-être encore plus dans la mercerie, changer tout un univers de marque, c'est long, c'est compliqué, c'est un peu fastidieux. Et nous, en 6 mois, on a réussi à changer le logo, les packaging de toutes nos pochettes d'aiguilles, avec en plus des packaging vraiment réfléchis, intelligents, ou même quand vous l'achetez, vous savez la personne qui l'a emballé. On a changé tous les packaging de nos 2500 produits. On a créé un site internet tout neuf. On a créé un nouveau catalogue. En 1 mois, le nouveau catalogue est sorti. On a tout re-shooté. On a travaillé les réseaux sociaux. On a retravaillé toutes les newsletters professionnels. Et tout ça, on l'a matérialisé fin mars 2019. On a la grande messe en fait dans notre univers qui se passe à Cologne, et nos clients, nos confrères se doutaient bien que Boin allait bouger, mais bon, ils savaient pas trop comment, voilà. Et en fait, on est arrivé sur ce salon où on a relooké entièrement, mais tout notre stand a été entièrement looké. Donc on avait mis des grandes bâches ultra colorées en fait et très modernes dans tout le fond de stand. On a refait faire des meubles, on a présenté donc tout le nouveau packaging, on a fait une présentation de nos nouveautés, parce qu'on a développé beaucoup de nouveautés produits. On a introduit la notion de collection dans la mercerie, et tout ça a été présenté pour la première fois à Cologne. On a des gros clients en fait qui sont venus sur le stand en nous disant mais c'est la première fois que vous exposez, alors que ça faisait en fait de nombreuses années, qui en fait se sont arrêtés pour la première fois, qui se sont vraiment intéressés à la marque. On a nos clients des grossistes ou qui ont envoyé en fait toute leur force commerciale pour découvrir le salon. On a des confrères qui ont traversé tout le salon pour venir voir le stand et qui nous ont dit non mais on entend parler que de votre stand sur le salon, parce qu'apparemment vous faites vraiment la différence. Alors on était aussi arrivés tous en marinière Saint-James pour vraiment ce côté très français normand, donc on avait vraiment joué aussi avec le dress code, et à partir de ce moment-là, donc on a rencontré tous nos clients internationaux, nos clients français, et on a vraiment vu une progression de notre chiffre d'affaires à partir de ce moment-là, même une progression dans les échanges avec nos clients. Les clients d'un seul coup se sont dit mais ils ont fait ça en si peu de temps, ils ont trouvé ça réussi, donc c'était très bien aussi. Et voilà, on a montré en fait que les gens pouvaient avoir confiance en nous, qu'on était très dynamique, très réactif, que voilà, aujourd'hui la mercerie pouvait être dynamique, fraîche, moderne, quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément avant avec la marque Boin. On a prouvé finalement au monde entier qu'on pouvait faire ça, et depuis on a de très très beaux succès, et encore de beaux succès à venir quand ça sera signé. Bravo, c'est une belle histoire.
Cette image que vous avez dégagée, vous l'aviez déjà en tête en rachetant, en disant c'était votre objectif, ou est-ce que vous l'avez généré avec l'équipe? Non, c'était l'objectif. Comme j'étais déjà présente dans l'entreprise, je savais tout le potentiel. Boin, en fait, c'est un petit peu la Madeleine de Proust de beaucoup de personnes qui se rappellent de la grand-mère qui avait sa pochette d'aiguilles, ses épingles Boin. Donc, on a déjà un attachement en fait finalement historique à notre marque. Et aujourd'hui, on a quand même un boom du do-it-yourself. On a la couture, le tricot. Enfin, il y a plein de choses qui reviennent sur le devant de la scène. La broderie, on n'en parle pas, mais c'est ça. Il y a plein de créatrices et créateurs qui se lancent dans la broderie. On a l'amour du vintage, le made in France. En fait, finalement, naturellement, on a tout ce que recherche aujourd'hui le consommateur final. Par contre, on ne savait pas l'articuler, on ne savait pas le communiquer, on ne savait pas le mettre en avant et surtout créer un lien entre tout ça. Donc, je savais qu'il fallait absolument faire quelque chose sur la communication, sur l'image de marque. Et puis, on va pas se mentir, aujourd'hui, on est dans une société d'image. Donc, si on ne fait pas d'image, si on ne parle pas au consommateur final, une marque peut pas fonctionner très longtemps. C'est vos équipes internes qui ont géré cette nouvelle charte graphique et ces nouvelles idées, ou vous êtes appuyé sur des agences extérieures? Alors, je savais ce que je voulais. Je savais vraiment ce que je voulais. On a embauché une directrice artistique et développement produit qui, sa mission première, c'est vraiment du développement produit, mais qui est très forte sur la cohésion, l'image de marque, sur une charte graphique, etc. Donc, elle a beaucoup travaillé aussi sur tout ça. On s'est aidé à l'extérieur d'une graphiste. Mais on a été vraiment, on l'a drivé aussi, mais elle a été très force de proposition au début. Après, c'était une co-construction, mais on savait vraiment où on voulait aller. Et puis après, surtout le reste en fait de la déclinaison de la communication, c'est fait en interne avec donc nos équipes ici. On a eu aussi pour la première fois une alternante en design, graphisme et communication qui a été embauchée dans l'entreprise, qui a fait un super travail aussi sur tous ces postes. Et puis c'est beaucoup, on se remonte les manches et puis chacun ici participe, il met son grain de sel et c'est finalement c'est une mayonnaise qui prend tous ensemble. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus tôt dans votre carrière ou dans votre histoire professionnelle? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Rien, parce que si on sait l'avenir, on n'avance plus avec des yeux d'enfant et avec cette curiosité finalement de la vie. Donc je pense qu'il vaut mieux pas savoir l'avenir et il vaut mieux se le construire, avancer comme on a envie d'avancer et puis faire aussi des erreurs. C'est ce qui nous fait aussi grandir. Il faut expérimenter. Mais si on sait déjà ce qui va se passer et si on sait déjà ce à quoi il faut faire attention, on se met des barrières nous-mêmes. Donc il faut pas. C'est quoi la dernière erreur qui vous a appris quelque chose? La dernière erreur qui m'a appris quelque chose, on va dire que je me suis pas assez fait confiance sur mes capacités à absorber une nouvelle tâche dans l'entreprise. Et donc j'ai fait appel à quelqu'un en extérieur, mais qui en fait finalement j'aurais pu garder la compétence en interne. Mais bon, ça va se résoudre. Non, voilà, on fait des erreurs du moment que c'est pas gravissime pour l'entreprise et surtout ça nous permet de grandir et de prendre après meilleures décisions. C'est pas un problème. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez appris peut-être à mieux vous écouter ou à suivre une intuition que vous aviez, c'est ça? Oui, on me l'a déjà répété. Quand il y a un doute, il faut pas qu'il y ait de doute. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que je devrais me dire un peu plus souvent, et parce que l'instinct et le feeling c'est très important, très très important. Et en effet, quand il y a un doute, ça se révèle toujours vrai. Donc se faire beaucoup plus confiance, s'écouter. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais c'est que le doute aussi nous permet d'être résilient. Et du coup, il faut se laisser le douter, mais il faut aussi se faire confiance. Très bien. Est-ce que vous avez eu dans votre passé professionnel des personnes qui vous ont super inspiré? Alors, ou des mentors, ou des personnes que vous avez étudiées ou côtoyées et dont la façon d'être vous a inspiré?
Oui, alors je suis pas de nature à être fan. Enfin, j'ai jamais été fan en fait d'un groupe de musique ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est pas dans ma nature. Et même si j'ai des personnes, même si j'ai travaillé avec des personnes avec qui je me suis, enfin, je me dis, je ferai pas tout comme eux. J'essaie de toujours prendre le bien de chacun. Je me souviens d'une maître de stage de mon stage de fin d'études qui était extrêmement pointilleuse sur le graphisme, les tournures de phrases, la virgule au bon moment, le point au bon moment, mais qui était vraiment, vraiment dans l'intransigeance par rapport au moindre détail. Et aujourd'hui, en fait, je l'ai beaucoup observé et aujourd'hui, j'ai cette exigence, peut-être même parfois trop, mais voilà, il faut aller chercher la qualité. Parce qu'il y a toujours des erreurs. Enfin, l'erreur est humaine, c'est normal. Donc, en se mettant en fait la barre très très haute par rapport à une intransigeance de qualité des contenus, déjà on en élimine beaucoup. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un exemple que dont je me souviens vraiment vraiment de cette personne-là. C'était son intransigeance sur la qualité et les détails. À côté de ça, mon prédécesseur, j'ai beaucoup aussi appris avec lui sur les relations publiques, l'humain, la confiance aussi en fait accordée à certains membres de l'équipe. C'est dur comme ça à brûle pour point de donner en fait la liste de toutes les choses que j'ai appris de tout le monde, mais dans toutes les personnes que je rencontre, j'apprends des choses. Même encore aujourd'hui ici dans l'équipe, il y a des personnes qui m'apportent au quotidien, qui ont une façon de penser différente de la mienne et dont je m'inspire finalement pour me permettre aussi de grandir. Après, on va dire que de manière générale, que ce soit pas forcément dans ma vie professionnelle, mais je m'inspire en fait des gens libres et qui abattent les clichés, qui sont contre les préjugés et qui vivent leur vie comme ils l'entendent. Je trouve ça assez terrible aujourd'hui de voir beaucoup de personnes qui lissent leur façon de penser, leur façon de s'habiller, leur façon de consommer sur des habitudes de grande consommation, sur des habitudes aussi générées par tout ce qu'on voit avec une culture de l'image. Donc voilà, ce qui m'inspire, c'est être un petit peu à côté des codes et ce côté audacieux des personnes. La personne vraiment que je rêverais un jour de rencontrer, par exemple, vous voyez, c'est Iris Apfel à New York, parce que pour moi, c'est une femme très très inspirante et qui a mené sa vie comme elle l'entendait. Mais il y en a tellement d'autres, voilà, des hommes, des femmes qui sont inspirants. Ça, je rêve de rencontrer toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail en ce moment ? Alors, mon conseil, c'est de s'impliquer. Parce que j'ai l'impression de donner vraiment des conseils assez bateaux, mais j'ai remarqué quand même qu'on avait beaucoup un problème d'implication. Aujourd'hui, on me parle souvent d'entreprises qui doivent donner envie pour le recrutement. Oui, évidemment, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne qu'on va recruter, il faut aussi qu'elle s'implique et qu'elle me donne aussi envie de travailler avec elle. Dans une entreprise, on peut donner énormément si la personne montre aussi qu'elle a envie de donner. C'est dans les deux sens. Et je pense qu'on l'oublie un petit peu facilement. On parle de la génération Y, génération Z, enfin on a tout ça. L'implication est vraiment vraiment importante dans les entreprises. C'est pas parce que voilà, et les horaires, ok, la vie en dehors, c'est très important aussi, mais c'est une implication en fait au quotidien, c'est pouvoir aussi parfois déborder pour faire des choses avec ses collègues. Quand on est en week-end et qu'on voit une bonne idée, ben peut-être se dire je peux peut-être l'apporter lundi matin au travail. C'est vraiment ce côté implication qui est pour moi vraiment le moteur. Et si vous êtes impliqué, les entreprises vous feront confiance, vous pourrez grandir ensemble, vous pourrez progresser, vous aurez aussi bien plus les coups des franches et vous pourrez prendre de plus gros projets finalement pour vous épanouir vous-même. Mais il faut donner pour recevoir. Plein de beaux conseils, bravo. Est-ce que vous pourriez tenter de dire une définition des compétences comportementales ? Alors, de moi ? Votre définition, ça serait quoi votre définition des compétences comportementales ?
Alors des compétences comportementales en général, enfin des personnes en général. Alors je vais pas faire une définition, je vais faire plutôt un listing, une to-do list. De toute façon, j'ai compris que vous vouliez être libre. Non, j'ai beaucoup de to-do list pour éviter d'oublier des choses. Alors, il faut voilà, donc l'implication, vous l'avez compris, ça c'est pour moi c'est dans le comportement, on est impliqué ou on l'est pas. Beaucoup aussi d'écoute, ça c'est très important. Écouter en fait les autres, laisser le temps de la parole, laisser le temps aussi de la réflexion. En fait, finalement, ça c'est dans le comportement, c'est pour grandir, il faut écouter les autres. C'est aussi beaucoup se remettre en question. Au quotidien, il faut se remettre en question. Alors, j'ai la chance avec mes enfants d'être obligée de me mettre en question au quotidien parce qu'on fait pas tout bien quand on est parent. C'est malheureusement ou heureusement dans un sens. Donc, c'est beaucoup se remettre en question. Beaucoup aussi de savoir vivre en communauté. À part si on est auto-entrepreneur et parce qu'on veut être tout seul sans personne, mais dans une équipe, c'est alors ça va aussi bien sûr avec l'écoute, avec l'implication, avec tout ça, mais c'est voilà une certaine politesse, un respect en fait de ses collègues, ça c'est très très important. Et d'ailleurs, on rigole pas avec ça ici. Ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, l'irrespect en fait de ses collègues. Donc pour moi c'est très important dans le comportement. Et puis voilà, je pense que je vais pas en rajouter parce que c'est déjà pas mal si on a déjà tout ça. C'est quoi votre prochain défi pour Bohain ? Alors le prochain défi, on est déjà dedans. On va digitaliser toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des services qui ont un tout petit outil informatique, mais qui ne leur permet pas en fait d'être efficace et de gagner du temps dans leurs tâches, avec des choses qui sont très redondantes. On est encore avec le crayon et le papier pour les inventaires, par exemple, ce qui est assez incroyable en 2019. Donc on va digitaliser tous les services de l'entreprise et surtout on réfléchit à une solution qui va vraiment permettre aux services de communiquer ensemble. Que l'humain en fait soit au cœur des échanges, mais ne soit pas la solution à un problème informatique. L'informatique doit être un support, ce n'est pas ça qui doit primer, c'est un support, mais c'est surtout voilà remettre finalement au cœur de nos échanges l'humain en ayant un support efficace pour la performance de l'entreprise. Donc ça c'est le gros projet en ce moment. Et puis on a encore 4-5 projets, mais ils sont encore tenus secrets. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ? Ce qu'on peut me souhaiter à moi, d'arrêter de culpabiliser, d'être une mauvaise maman. Parce que ça c'est mon gros problème, c'est que j'ai 3 enfants qui ont 6 ans, 3 ans, 2 ans, qui sont des petits garçons formidables et exceptionnels, et que j'ai toujours l'impression de ne pas être assez présente pour eux parce que je travaille beaucoup. Mais à côté de ça, voilà, je sais que quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. Je déconnecte quand je suis avec eux. J'ai vraiment des temps dédiés vraiment pour eux. Et puis quand je suis en entreprise, voilà, je me dis je suis pas avec eux, et quand je suis avec eux, je me dis je suis pas à l'entreprise. Donc en fait, c'est cette dualité qui est un petit peu lourde au quotidien à accepter. C'est plus d'acceptation, mais je pense qu'avec le temps on va commencer à l'accepter. En tout cas, ce que vous pouvez me souhaiter aussi, c'est peut-être de trouver une maison plus proche de mon lieu de travail, parce que ça va me permettre. Vous n'habitez pas à côté de la manufacture? Non, j'habite à 30 minutes d'ici. Ah oui. Dans une super maison avec des super voisins. C'est un lieu magique là où on est, mais c'est 30 minutes de route le matin, 30 minutes de route le soir, plus les dépôts des enfants à la crèche, à l'école, à la maternelle, au primaire, etc. Donc c'est lourd en fait en logistique. Donc il va falloir qu'on y remédie. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup de ce temps. Merci beaucoup à vous et merci pour vos questions qui sont très intéressantes. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations
en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.